Nous allons parler politique avec notre invité de la matinale. Le temps d'écouter le petit jingle, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et précisément notre invité ce matin, invité politique, est Stéphane de Sadier-Dupin. Il est conseiller régional, suppléant de Corentin Le Fur, qui est candidat Les Républicains aux législatives dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lamballe-Loudéac. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, on va parler de politique ce matin. J'ai cette formule-là quasiment tous les matins lorsque je reçois les invités. Et là, je dois avouer que ça devient de plus en plus illisible, le paysage politique aujourd'hui, avec ces législatives anticipées. Et ce deuxième tour qui s'annonce, compliqué. On est dans le compliqué depuis déjà quelques années, objectivement. Donc, ce n'est que l'aboutissement, la maturation d'une situation excessivement complexe. Le président de la République a voulu une recomposition du paysage politique par une méthode qui était moi ou le chaos, et on l'a lui, on a le chaos. Voilà, le chaos. Le chaos avec cette montée importante du Rassemblement national, y compris ici en Bretagne, qui n'est pas naturellement une terre d'élection du Rassemblement national. Comment vous vivez ça à droite ? On va parler aussi de la droite dans un instant. Moi, est-ce que c'est vraiment, de venir sous cet angle-là, mais est-ce que ça intéresse vraiment les gens de savoir comment est-ce que nous le vivons ? La question, c'est ce que vivent nos concitoyens. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet politique. Le reste, c'est de la psychologie sympathique, mais un peu de comptoir, et qui ne présente pas un intérêt majeur. Je crois que nos concitoyens sont perdus parce que leurs élus sont également perdus dans le contexte qui est le nôtre, et ils sont perdus face à plusieurs choses. On a construit notre société sur le fait que le travail payait, qu'il permettait d'offrir à ses enfants un avenir meilleur que ce qu'on a. On a construit l'évolution de nos territoires. Ici, on a fait des progrès considérables en 50, 60, 70 ans, en termes de confort, en termes également de confort de travail, etc. Et on a l'impression que tout ça est en train de se casser la figure. Le sentiment de déclassement, mais pas uniquement ce sentiment, c'est la réalité de déclassement, difficulté de pouvoir d'achat. C'est ça le concret de nos concitoyens. Et puis, ce sentiment désagréable qu'on est en train de décrocher sur la chaîne internationale. Que le rang de la France, pour reprendre une expression gaulienne, il se casse la figure. Il se casse la figure, et que très rapidement, notre puissance, c'est-à-dire notre capacité à poser des choses, voire parfois à imposer des choses, va se réduire à rien. Donc insécurité. Insécurité non seulement physique dans nos villes, et parfois dans nos campagnes, mais également insécurité par rapport à l'avenir, et insécurité par rapport à notre avenir commun. Est-ce qu'on est encore capable de faire des choses ensemble ? C'est la question qui se pose. Alors, moi, je vous posais la question par rapport aux Républicains, tout simplement parce que, justement, on sent qu'il y a un message quand même des Français, des Bretons, qui se sont tournés vers les extrêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé les réponses. On pourrait l'imaginer comme ça, à leurs questionnements, à leurs angoisses, à l'angoisse de l'avenir que vous décriviez. Moi, je pense que c'est un vote. Moi, je suis un élu local. Corentin Le Fur l'est également. Nous, notre souci, c'est celui de l'enracinement. C'est-à-dire de vivre localement et de porter les réalités locales à l'échelle, pour un député, à l'échelle nationale. Là, on a un vote parfaitement inédit où nos concitoyens ne votent plus pour, ou du moins une partie d'entre eux, ne votent plus pour un député, une représentante, mais votent pour une étiquette. Avec c'est pas faire injure aux gens, avec des candidats qui, très souvent, n'ont absolument pas fait campagne. Absolument pas fait campagne, n'ont fait le choix. Une nouvelle fois, c'est pas une critique définitive, mais de ne pas aller au contact de leurs concitoyens et de ne pas jouer la carte de l'enracinement. C'est dire à quel point nos concitoyens sont perdus. C'est dire à quel point ils sont dans la logique, on a tout essayé sauf ça, donc on va essayer ça, Voilà. Donc il faut retrouver la capacité non plus à être dans les formules de marketing, de communication, mais à être au cœur de la réalité des familles bretonnes,
des anciens, voilà, et de porter ça, et de porter pas ça avec des formules, de le porter avec des solutions. C'est le vrai sujet. Les solutions, elles sont attendues en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité, vous l'avez dit. Il y a aussi une troisième préoccupation, c'est l'immigration. Alors, est-ce que, selon vous, là aussi, ça a pesé dans le vote des Français? Et là encore, des Bretons. La Bretagne n'est pas une terre particulièrement touchée par l'immigration de masse. Je pense que la question de l'immigration participe de cette insécurité, physique, on pourrait en débattre, mais de cette insécurité d'identité, j'allais dire. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va si nous nous éteignons au bénéfice de populations qui n'auront pas eu le temps de s'intégrer à ce qu'est la nation ou de ce qu'est la vie locale. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je réécoutais avec intérêt, il y a peu, c'est le plaisir des podcasts, ou c'est le plaisir de scroller un peu de temps en temps, deux propos, celui de François Mitterrand, fut un temps, et celui de Michel Rocard, bien connu, dans son propos, dans un autre temps, qui disait que avec 4 millions de personnes, il était temps de modérer les choses, et que, je cite, la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Et ça, c'était dans les années 80, début 90. Donc, c'est pour vous dire que là-dessus, on a eu un vrai blocage idéologique, je crois, et que ça s'est fait au sein d'une petite élite, ce qui nous amène à des positions radicales aujourd'hui. Mmh. Alors que l'on aurait géré ça avec le sens de la modération, mais la fermeté, la détermination, de façon à ce qu'on ne mette pas la nation en forme d'insécurité là-dessus, je pense qu'on aurait pu traiter les choses. Simplement, il y a un moment, et pardonnez-moi, ça s'est passé aussi autour des micros, des caméras de télévision, où les choses ont été tellement assénées qu'il n'était plus possible de bouger sur ce sujet-là. Il y a un vrai sujet. Vous connaissez cette citation de Charles Péguy, moi que j'aime beaucoup, qui dit il faut dire ce que l'on voit, mais surtout voir ce que l'on voit. Voir ce que l'on voit, c'est-à-dire ne pas être aveugle au regard de la réalité parce que on est face à un micro ou parce qu'on est face à une caméra. Et là est le sujet. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut non seulement dire ce que l'on voit, mais surtout voir la réalité. Est-ce que les journalistes qui ont une certaine influence, il faut bien le dire, même si aujourd'hui les pôles d'influence ont bougé et se trouvent souvent sur les réseaux, mais est-ce que les journalistes, est-ce que les intervieweurs, est-ce que plus largement les médias ont une part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui? On a une part de responsabilité collective. Donc ça m'évite de jeter l'anathème sur un tel. Moi je suis attaché à la liberté de la presse infiniment, aux libertés en général, c'est mon ADN, très bien. Mais lorsque tout devient un peu monocouleur, quand tout le monde, c'est François Bayrou, je vais faire dans la citation ce matin, François Bayrou qui disait quand tout le monde pense la même chose, puis personne ne pense. Or, il y a un moment où on a imposé à tout le monde de penser la même chose. La pensée unique. La pensée unique. La pensée unique, c'est une forme de paresse intellectuelle, qui plus est. Et donc, on a... vous savez, quand on met un couvercle sur une cocotte minute, et que ça va trop loin, en termes de chaleur, et qu'il n'y a pas cet exutoire, voilà, forcément, ça pète. Donc, on a cru sécuriser l'ensemble, on a renforcé le sentiment d'insécurité. Mais quand je parle d'insécurité, une nouvelle fois, ce n'est pas nécessairement l'insécurité physique, celle qu'on entend, mais celle qui fait que nos concitoyens ne se sentent plus en sécurité dans leur pays, en termes d'identité, en termes de mode de vie. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus de vision à long terme. On entend souvent cela au gré des gazettes ou encore des micros et des caméras. Il n'y a plus de vision à long terme. On n'a plus une politique qui pense à 15, 20, 30 ans, même si le monde va très vite aujourd'hui. Est-ce qu'on a les moyens de cette politique? C'est aussi un sujet. C'est-à-dire que, oui, on a un problème de vision,
mais parce qu'on se refuse aussi à voir certains critères qui permettent d'avoir cette vision. On se refuse à dire que la France a des intérêts et qu'elle doit les défendre. Quand je dis ça, je suis pas un être violent qui est un méchant nationaliste, etc. Absolument pas. Je dis simplement que sur la scène internationale et en Europe, on doit défendre nos intérêts et qu'à force d'échanger sur la défense de ses intérêts avec les autres, on en arrive à des compromis. Alors compromis, c'est le mot qui est plus à la mode. Voilà. Donc oui, cette vision, elle n'est plus là parce que on est dans la punchline, dans le marketing, d'une part, et d'autre part parce qu'objectivement, on est dans une situation financière qui ne nous permet plus d'avoir cette vision. C'est un vrai sujet. L'indépendance de la France passe par une forme d'indépendance financière et budgétaire. Lorsque le général de Gaulle arrive en 58, pardon de faire de l'histoire. Mais c'est important, l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le plan RUEF dans un premier temps, le nouveau franc, et on redonne de la liberté budgétaire, on redonne du sérieux budgétaire pour reprendre l'expression d'autres personnalités, ce qui nous redonne la possibilité d'être indépendant et de pouvoir parler et de pouvoir mener une politique. Est-ce que la France, aujourd'hui, qui a perdu, vous le disiez, beaucoup de ses influences, on pourrait le dire, dans plusieurs domaines, est capable de briller à nouveau sur la scène internationale dans un monde qui se recompose très vite? Voilà, on voit les grands géants, la Chine, l'Inde aussi, faut pas l'oublier, la Russie, même si aujourd'hui c'est très compliqué avec la guerre en Ukraine, l'Afrique qui est à nos portes. Est-ce que la France, la petite France, vous me permettrez, je mets bien les guillemets qui s'imposent, est capable de parler d'une voix forte dans ce concert des nations aujourd'hui, même en s'affranchissant parfois de certaines dispositions européennes? Veux j'ai la conviction, je vais vous reciter le général de Gaulle, c'est ma matinée citation. mais vous avez le droit. Mais je veux dire, la France, il faut qu'elle soit la France. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit ce qu'elle est, sans en avoir peur, arrêter de se battre la coulpe en permanence. La France dans toute sa réalité, c'est-à-dire des racines gréco-latines aux Lumières, en passant par ses racines chrétiennes. Voilà, il faut qu'elle admette d'être la France, qu'elle admette qu'elle a des intérêts, et qu'elle fasse valoir sa façon d'être et sa façon de se faire pour que on puisse mener une politique indépendante. Et nos concitoyens ont le sentiment que nous ne sommes plus en mesure d'avoir une politique indépendante, que finalement nous sommes réduits à des formules de publicité ou de communication. Vous savez, les grands débats, les grands machins, on en a eu, on en soupe, quoi. Il faut des solutions, il faut des résultats, et pour ça, il faut appeler un chat un chat. Parler moins, faire mieux, faire plus. Faire plus avec les sous qu'on a. Non, admettre une bonne fois pour toutes que nous défendons les intérêts de la France et des Français et que nous menons une politique dans ce sens-là. Je crois que on a besoin de fierté et c'est pas un méchant. Et que, vous savez, dans l'histoire de la France, il y a une part liée à la grandeur et à la gloire qui fait la fierté des Français. Les Français ont infiniment besoin à nouveau d'être fiers de leur pays, et pas uniquement par la com. Donc pour ça, il faut se redonner les moyens de l'indépendance, à savoir une indépendance, une réalité budgétaire qu'il faut évidemment corriger, et puis admettre que nous avons une puissance agricole, que nos agriculteurs ont besoin d'être accompagnés, que les familles ont besoin de pouvoir être aidées, notamment lorsqu'elles ont des enfants, que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie a besoin d'être reconnu, y compris et surtout par une retraite digne de ce nom. Voilà, c'est des choses très... Enfin, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est des choses très concrètes, très terrain, et pour ça, il faut des candidats enracinés, des candidats qui connaissent leur réalité. Moi, je pense que Corentin Le Fur en fait partie, qui sont capables d'aller sur les marchés, dans les entreprises, à la sortie des usines, à la sortie des cars, quitte à se faire tirer la cravate, mais être présent, connaître les gens, écouter. Voilà, c'est peut-être une old school, comme on dit, ancienne école. Seulement, c'est la seule façon de collecter, de se faire un avis sur la réalité vraie, réelle, de voir ce que l'on voit, et de le porter ensuite.
loin de notre petite tambouille qui émaille les journaux aujourd'hui. La tambouille, on va en dire un petit mot quand même tout à l'heure, parce que on parle de coalition, on parle de gouvernement technique, on a brandi la guerre civile, l'article 16, on a entendu beaucoup de choses qui agitent les grandes peurs aujourd'hui. Est-ce que les Français ont besoin de sérénité rapidement ? Les Français ont besoin de fierté. Les Français ont besoin de détermination. Ils ont besoin qu'il y ait un cap auquel, selon les cas, ils n'adhéreront pas totalement, mais globalement. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de cap. On entretient les peurs, on instrumentalise les peurs en vue des élections. Enfin, moi, j'ai vu des choses. La dernière élection présidentielle, on était en plein conflit ukrainien. Il y a une réalité du conflit russe et ukrainien. Je le nie pas. Mais l'instrumentaliser à ce point en vue des élections est scandaleux. Et pas responsable. Donc, ils ont besoin d'une forme de sérénité, d'une forme de détermination. Et plus il y a de vent et de gros temps, plus on a besoin d'une équipe et d'un patron à la passerelle capable de donner de la sérénité à l'équipage. C'est ce qui nous manque profondément. Profondément. On a l'impression, Stéphane de Salier-Dupin, qu'on a beaucoup entendu les différents candidats s'exprimer sur un seul sujet. Ça nous a pas échappé ici au micro de la matinale. Faire barrage au Rassemblement national. On a l'impression que les programmes finalement passaient un petit peu au second plan et qu'il n'y avait que ça comme boussole. Nous, avec Corentin, on est sur une ligne à faire valoir un programme en lien avec des réalités locales. C'est ça notre sujet. Moi, je comprends les uns et les autres dans leur démarche. Bon, très bien. Simplement, ramenons les choses aux réalités de ce qu'entendent, de ce que souhaitent voir fait nos concitoyens dans leur réalité quotidienne, dans leur pouvoir d'achat, dans le fait que travailler permet d'avoir plus d'argent que de ne pas travailler. Dans le fait que et là, faut pas mettre les choses à côté. Dans le fait que aujourd'hui, vous avez des personnes en situation de handicap qui, malgré la loi de 2005, sont dans des situations compliquées. Vous avez des anciens qui sont dans une situation de solitude épouvantable. Voilà, on revient au lourd, au concret. Justement, il faut remettre le mérite au goût du jour, l'humanité finalement au goût du jour. La dignité des uns et des autres. Mais oui, remettre le mérite, parce qu'on se construit par le travail. Le travail n'est pas on essaie de nous faire croire que c'est une charge dont il fallait se débarrasser au fur et à mesure, 39, 35, pourquoi pas 32 heures. Non, le travail, c'est un moment où également on peut se réaliser. Moi, j'aime beaucoup les propos de cette grande philosophe qui est Simone Veil, qui vraiment nous dit combien le travail permet aux uns et aux autres de s'émanciper. En Bretagne, ça résonne. C'est par le travail qu'on s'est sorti de sa condition. C'est par le travail qu'on a réussi à transmettre des choses à ses enfants. Voilà. Sachons le dire, quoi. Et pas uniquement sous un mode punitif. Le travail n'est pas une punition. Ça, c'est clair. Et puis, la grande majorité de nos concitoyens aspirent à travailler, aspirent à se réaliser dans le travail. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Alors, vous avez parlé, Stéphane de Salier-Dupin, du terrain, et on avait reçu il y a une semaine. Maintenant, ça va tellement vite, cette campagne, qu'on a du mal un petit peu à avoir la notion du temps. Corentin Le Fur, qui effectivement bat la campagne, si vous me permettez le terme, et sur le terrain, un peu comme l'était son père, qui s'est retiré de la vie politique temporairement pour se soigner. Est-ce que aujourd'hui, les politiques, alors à dessein, je dis les politiques, ont perdu cette notion du terrain et se sont éloignés ou trop éloignés finalement des préoccupations des Français, des Bretons. Moi, je pense qu'il y a une forme de confort à s'éloigner finalement. On ne prend pas de risque. Ah si, on prend le risque d'un commentaire sur un petit tweet. Ça, c'est terriblement risqué. Chacun a compris que c'était de l'ironie. Non, le vrai, rien ne remplace le contact personnel. Nos concitoyens en ont besoin. Je pense qu'on sait que le monde politique se fait piéger assez naturellement. Mais j'ai combien de likes sur mon machin? J'ai été partagé combien de fois? On est passé du terrain au virtuel. Et parce qu'il y a un confort.
Moi, je crois plus à la paresse qu'à la méchanceté, vous savez. Donc, il y a un confort, et il faut sortir de cette zone de confort, aller voir les gens, et se confronter à ça. C'est ce que fait Corentin tous les jours, c'est ce qu'on fait ensemble. C'est la seule façon, de faire de la politique, la seule. Et Emmanuel Macron et son gouvernement pèsent cet éloignement des préoccupations des Français, des préoccupations du terrain, finalement sont un peu dans une bulle éloignée voilà, j'allais presque dire des misères des Français. Moi, je crois que, et là c'est une analyse sociologique très simple, au regard de la composition des gouvernements et de là d'où vient Emmanuel Macron, lorsque vous ne faites pas l'effort d'aller mettre des antennes partout dans le territoire, avoir des contacts, organiser le retour, accepter que ces retours soient mauvais, et corriger le tir, ça marche pas. La sociologie aujourd'hui, elle est très CSP+, et Île-de-France, du gouvernement. Non. Et Jacques Chirac et François Mitterrand avaient ces fameux visiteurs du soir, qui étaient des gens, des élus locaux, des grandes villes, ou des territoires ruraux, qui étaient capables de lui dire, Monsieur le Président, là, ça va pas. Là, les retours sont pas bons. Et on n'est pas dans le sondage. On est dans le retour très concret, tangible, incarné. Or, aujourd'hui, je crains qu'à l'Élysée, on ne vive que de sondages et que de coups médiatiques. Si on n'a plus que ça, c'est terrible. Vous me permettrez de citer aussi le général de Gaulle. Voilà, on va pas faire une joute ce matin, mais qui disait il faut sentir le pays. Ouais, mais pour ça, il faut non seulement s'y confronter, mais également accepter de travailler en équipe. C'est-à-dire accepter que ses amis, qui sont pas forcément quand je dis les amis, c'est pas forcément des gens de la stricte obédience politique en question. C'était très divers, et pour François Mitterrand et pour Jacques Chirac. Et la liberté de dire quand ça va pas. Et la liberté de dire quand ça va pas. Et là, aujourd'hui, je crains que tout ça soit... puis personne n'écoute personne, quoi. On parle beaucoup, là encore, on agite les grandes peurs. Alors, les grandes peurs politiques, et là, ça concerne aussi les Français, parce que si demain, la France devient ingouvernable, si au soir du 7 juillet, dimanche prochain, donc, la France devient ingouvernable. On aura donc une crise politique, on parle même d'une crise institutionnelle. Ça va loin quand même dans la projection. Là encore, De Gaulle disait l'avenir n'appartient pas aux hommes, mais justement, est-ce que ça risque de faire la France être encore un peu plus déclassée, tomber encore un peu? Ça, c'est un vrai sujet, oui. Et je le dis sans moi, j'agite pas les peurs, parce que la peur n'est jamais bonne conseillère, et que ça sert à rien de l'utiliser. Je suis déterminé, je suis serein, je connais l'histoire, je sais qu'il y a des périodes de gros temps. Je me souviens du même général de Gaulle, ça va agacer les gens, en 40. Voilà. Donc, l'histoire de France est faite de ça en permanence. Donc, la France est mortelle, mais elle est la France, et elle a cette capacité extraordinaire à ressortir du gouffre avec de la grandeur et avec la passion des Français. Maintenant, il faut aussi voir ce que l'on voit et être conscient que dimanche soir, on aura une situation politique d'une complexité sans nom, et que on risque d'être dans une période d'instabilité durable, et que cette période d'instabilité nécessite, ça c'est mon sentiment, des députés qui soient incarnés, enracinés, de façon à ce qu'ils garantissent une forme de stabilité dans la représentation nationale. Alors, mais c'est important, sang-froid, responsabilité, enracinement, stabilité, c'est majeur dans le contexte de grand vent qu'on est en train de vivre. Finalement, c'est l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui pourraient sauver un peu, allez, je vais très loin dans la démarche, mais sauver un peu la République, sauver la France, faire en sorte que ça tangue pas trop. C'est les Français qui sauvent la France. Non, moi je crois que l'Assemblée, si elle était constituée de gens enracinés, capables d'aller au compromis ensuite,
demain, j'ai un petit doute, parce que les gens sont... Vous avez compris que les uns et les autres sont élus sur une étiquette. Je n'ai jamais vu ça. La vertu du scrutin uninominal à 2 tours, qui était le mode de scrutin des élections à l'Assemblée nationale depuis le début de la Ve République, c'est ça. C'est que on élisait des gens qu'on connaissait et qu'on était capable d'aller voir. Là, il y a un nombre de parachutés gigantesque. Nous, on vit dans une circonscription où la candidate au second tour ne vit pas dans la circonscription, ne vote pas dans la circonscription. C'est un fait. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire qu'on va être dans les consignes de parti, et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas on est dans des familles politiques où où on dialogue, où on débat, etc. Mais là, ce sont pour beaucoup des gens qui n'ont plus aucun enracinement local. Une nouvelle fois, et Corentin et moi sommes élus locaux depuis déjà un certain temps. Ça me semble être un élément important. Là, on a affaire à des gens qui sont élus à l'étiquette, sans être confrontés à la réalité d'une permanence d'élu local, où on voit la vraie vie des gens. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Donc la voie de la raison dans ce schéma-là, et la possibilité d'arriver au compromis, c'est compliqué. On voit, ça sera presque ma dernière question, il reste quelques minutes, je regarde notre réalisateur, mais on voit aujourd'hui, alors vous parliez tout à l'heure des alliances, etc. On voit aujourd'hui ces alliances parfois un peu à contre-nature, ce besoin de se désister. Alliance, pourquoi faire? C'est ça le sujet, voilà, c'est le seul sujet. Justement, c'est là où je veux en venir, c'est que là encore on revient de la tambouille politique qui irrite profondément les Français. Oui, parce qu'ils savent pas pourquoi faire. On leur dit pas. On leur dit pour faire barrage, bon, très bien. Et on leur dit parce qu'on peut pas faire autrement. D'accord. Mais pourquoi faire une coalition, y compris chez nos voisins? C'est un contrat de coalition sur lequel on met un certain temps. Ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois à le construire après l'élection. Chacun le signe et on sait très exactement ce qui va être fait, ce qui va être réalisé. Il y a un moment où il faut aussi rentrer dans une logique de raison pour la France. Logique de raison qui amène aussi à une campagne, on a une campagne très courte qui amène aussi à condenser beaucoup de choses. J'imagine que le timing, et là je vais terminer par ça, le timing de la campagne a été compliqué, la mise en place, les côtés pratiques. Comment vous avez vécu ça sur le terrain ? Je ne vais pas vous dire que je suis pas fatigué, mais... C'était un peu le sens de ma question. mais à la limite, vous savez, quand on n'arrive pas usé à la fin d'une campagne, c'est qu'on ne sait pas donner complètement. Et dans une campagne, on se donne complètement à nos concitoyens pour essayer de faire remonter tout ça. Voilà. Non, nous, ça s'est bien passé. Parce que on bénéficie d'un réseau d'amis, de militants assez dense, et on leur doit tout, hein, on leur doit beaucoup. Voilà. Mais dans tous les cas, le coup du président de la République, qui consiste à dissoudre le soir d'une défaite électorale pour son camp, on joue pas avec les institutions comme ça, quoi. Il en avait la liberté, aucune difficulté. Mais une dissolution, c'est fait pour résoudre une crise politique, pas pour en créer une. J'ai posé la question, et ce sera vraiment ma toute dernière question à quelques-uns de mes invités ici. Est-ce que finalement, au regard de tout ce qui s'est passé depuis 7 ans, Emmanuel Macron était fait pour être président de la République ou pas ? Moi, je ne juge que les faits et les actes. Voilà. Et ce que je constate, c'est que le pays est divisé comme jamais. Or, sous la Ve République, la fonction essentielle du président de la République, c'est de garantir l'unité du pays. Voilà, donc un pays désuni et un travail important pour les députés qui seront élus dimanche prochain. Stéphane de Salier-Dupin, vous étiez avec nous pour apporter votre réflexion autour de cette élection anticipée, législative anticipée. Je rappelle que vous êtes conseiller régional, vous êtes aussi conseiller municipal à Lamballe-Armor, hein, je le précise, vous parliez du terrain tout à l'heure, et vous êtes le suppléant de Corentin Le Fur, candidat Les Républicains aux législatives dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor-Lamballe. L'Oudéac, Corentin, merci. candidat de terrain. Candidat de terrain, voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à tous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.